Le 2 décembre 2010, la Commission électorale indépendante déclare le candidat Alassane Ouattara vainqueur du scrutin avec 54,1% des voix. Malgré ce verdict, M. Gbagbo prête serment, garde le contrôle de la télévision publique, du siège du gouvernement, des locaux des différents ministères dans le quartier administratif du plateau. Ce maintien du pouvoir sans titre est dénoncé par l'opposition ainsi que par la communauté internationale. Dans ce bras de fer, le contrôle de la rue devient la ressource principale du jeu politique, d'autant plus que les multiples tentatives diplomatiques pour amener M. Gbagbo à céder pacifiquement le pouvoir s'avèrent vaines. Vous avez déjà entendu cette citation. Vérifiez les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncez toutes les personnes étrangères qui viennent dans votre quartier. À la suite de ces mots d'ordre du leader, le phénomène des barrages se généralise aux alentours des fiefs électoraux de Laurent Gbagbo. Il gagne rapidement la commune de Yopougon, qui se transforme subitement en un gigantesque tamis. Des barrages sont dressés çà et là à partir de sacs de sable et de débris d'étal. Sans exception, les véhicules sont méticuleusement fouillés. Les passagers sont sommés de descendre à chaque checkpoint pour être palpés. Les sacs à main des passagers sont fouillés, les papiers d'identité contrôlés. Par ailleurs, les individus étrangers aux différents quartiers sont détectés et soumis à un interrogatoire serré. Il est indéniable qu'au-delà de l'apparent désordre dans lequel ils se sont propagés, les pillages d'Abidjan constituent une action collective pour une large part concertée, planifiée, politiquement construite et orientée. Un triste déjà-vu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, puisque ce modus operandi caractérisait déjà les actions des jeunes patriotes en 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007. Les victimes relatent qu'au cours des événements qui se sont déroulés à Yopougon, on pouvait lire au fronton de l'un des petits commerces pillés et occupés, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, les magasins, les points de vente d'Atiéké, les marchés de bois de Yopougon, cible principale des violences et des pillages des jeunes patriotes, ont un seul dénominateur commun, selon eux, être tenus par des immigrés. Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, Nigériens, ainsi que par les Ivoiriens du Nord, tous considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara ou perçus comme tels. L'occupation et la destruction des petits commerces étaient d'une telle ampleur que les victimes témoignent de la quasi-impossibilité de se procurer des produits de consommation entre la fin du mois de mars et l'arrestation de M. Gbagbo. On retrouve la même origine ethnique dans les attaques et dans les violences systématiques perpétrées par les jeunes patriotes au détriment des Ivoiriens du Nord. Lors de ce procès, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les victimes que je représente contribueront à l'établissement de la vérité en fournissant leur point de vue sur les événements récents de la Côte d'Ivoire, à travers le récit de leurs histoires personnelles, en apportant leurs explications quant au contexte culturel et politique, en expliquant l'impact des événements sur leur vie, à travers le récit des préjudices qu'elles ont subis.
Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'en ont que de légitimes, à l'instar de ce que tout individu a à l'égard d'une cour de justice. Les victimes attendent que la justice un jour soit rendue. Les victimes attendent que la vérité soit faite sur les exactions commises pour que leur souffrance d'aujourd'hui puisse être apaisée, mais surtout pour que les crimes et les erreurs du passé ne se répètent pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les victimes attachent à cette procédure une valeur importante, essentiellement pour 3 raisons. D'abord, elles estiment que la juridiction nationale n'a pas démontré être capable de mener à bien des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués des crimes commis lors de la crise post-électorale. S'il est vrai que 2 des individus qu'elles estiment être responsables des crimes dont elles ont souffert sont aujourd'hui ici, devant vous, pour être jugés, plusieurs restent impunis et continuent de vivre dans les endroits où les victimes elles-mêmes résident. Deuxièmement, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mise en place à l'issue de la crise, dont la mission principale constituait à œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, n'a pas été, selon la plupart des victimes, à la hauteur des attentes. Troisièmement, la question des réparations pour les victimes reste une chimère. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été créée le 24 mars 2015. Le but de la Commission est celui de parachever la mission de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de répondre à l'impératif devoir de réparation qui incombe à l'État vis-à-vis des victimes. Au-delà de cette déclaration des principes, plusieurs questions sensibles restent ouvertes. Qui pourra effectivement bénéficier des réparations? Quelles ressources financières sont effectivement disponibles? En raison des échecs nationaux, tous les espoirs des victimes sont tournés vers la Cour, afin de pouvoir enfin connaître la vérité. Pour les victimes, le droit à la vérité est l'une des composantes du droit à la justice. Dans le processus de mise en œuvre de ce droit, les victimes ont un intérêt central à ce que l'issue de telle procédure apporte de la clarté au sujet de ce qui s'est effectivement passé et comble l'éventuel fossé qui pourrait perdurer entre l'établissement procédural des faits et la vérité elle-même. Les victimes sont des acteurs indépendants des procédures qui se déroulent devant cette Cour. Leurs préoccupations diffèrent de celles de l'accusation, n'en déplaise à la défense. Elles veulent utiliser ce droit qui leur est garanti de contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce processus passe par la prise de parole, le partage des faits vécus, la reconnaissance des préjudices qu'elles ont subis et des crimes qui en sont à l'origine. Le choix des victimes de demander à participer à la procédure est avant tout une démarche individuelle, permettant à chacune d'entre elles de transmettre une partie de leur histoire et de leur connaissance des événements. Ainsi, tout au long de cette procédure, j'essayerai de vous transmettre les préoccupations individuelles et uniques exprimées par chacune des victimes que je représente. Car nous devons tous garder à l'esprit que l'histoire que nous allons tous ensemble essayer de retracer au sein de ce forum ne reflète pas seulement le passé, mais aussi le présent et le futur. En définitive,
rappelons-nous tout au long de ce procès que ce sont les victimes qui sont au cœur de la procédure. Elles en sont la triste raison d'être. Ainsi, derrière les termes juridiques et techniques que chaque participant sera amené à utiliser, n'oublions pas que des centaines de femmes, d'hommes et enfants sont attentifs à l'évolution de ces procédures. Je peux vous assurer que le fait pour les victimes d'être représentées aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général du terme et concrètement participe à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi et qui fait désormais partie de leur histoire. Je vous remercie. Thank you very much, Mrs. Macida. Merci beaucoup, Maître Macida, pour les représentants légaux des victimes. Merci également d'avoir été concise et d'avoir terminé votre présentation des faits en 50 minutes, ce qui, d'une certaine façon, répond également à ce qui a été soulevé hier par la défense concernant les différentes positions ou la position en tant que deuxième procureur pas du représentant légal. Je dirais que ce n'est pas la même chose, ce n'était pas ainsi parce que le procureur a eu 6 heures alors que le représentant légal des victimes qui représente plus de 700 victimes a fait sa présentation en 50 minutes et je pense qu'elle a vraiment donné les éléments importants concernant les points de vue et les préoccupations des victimes sans adopter la position de deuxième procureur. Et par ailleurs également, il est clair que les victimes, que les points de vue des victimes sont plus connus par le bureau du procureur que par la défense. Bien, ça c'est autre chose. En tout état de cause, bien, je lève l'audience jusqu'à lundi 9h30, heure à laquelle la parole sera donnée à la défense. Et nous aurons lundi et mardi pour la défense. Mais je dirais que nous avons toute la journée de lundi et également mardi. Donc, ce n'est pas soit lundi, soit mardi. Nous commençons lundi et nous continuerons mardi. Donc, nous aurons le premier témoin mercredi. C'est également pour que l'unité de protection des victimes et des témoins puisse s'organiser et savoir qu'ils ont vraiment une date d'arrêté, une journée d'arrêté et que ce n'est pas quelque chose, un concept flottant. Donc, la réunion est levée. Monsieur McDonald, très brièvement, Monsieur le Président, dans la mesure où nous ne siégeons pas cet après-midi, je vais prendre contact avec mes collègues. C'est peut-être plus une question qui concerne le juge unique. Ce sont des points concernant la gestion de l'affaire dont on pourrait discuter cet après-midi, si vous êtes disponible. Le juge, oui, je le suis, bien entendu. Monsieur McDonald, bien, je parlerai à mes collègues et je vous enverrai un courriel. Le juge président, oui. Monsieur McDonald, donc à la Chambre, au juge. Le président voulait dire sur la question de Monsieur McDonald interrompant, oui, la conduite des procédures en termes de gestion des cartes et de ce genre de choses. Le président, bien. Monsieur McDonald, pour le premier témoin. Le président, bien. Monsieur McDonald, merci. Le président, merci beaucoup. Donc, nous levons l'audience jusqu'à lundi 9h30. De retour sur ce plateau d'où vous venez de suivre en direct de la deuxième partie du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Une audience qui a été consacrée à la présentation des preuves. La procureure a présenté une série d'éléments, des éléments qui traduisent la violence de ce qu'a été la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Messieurs, que vous a inspiré ces éléments de preuves qui ont été présentés il y a quelques instants, Samuel? Il y a des éléments de preuve qui sont plus intéressants que d'autres.
Et il y a des éléments de preuve qui sont inquiétants. Et je pense que l'occasion nous est peut-être donnée d'essayer de dire un mot là-dessus, notamment sur les aspects identitaires, les questions interethniques. Je trouve que c'est très sensible d'axer l'accusation sur des questions aussi sensibles. Je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que je ne gère pas du tout, ni de près ni de loin, le procès. Il est à La Haye, je suis à Paris. Donc, ce que je veux préciser, c'est que les sociétés politiques en Côte d'Ivoire sont composites. Elles sont composites, ça veut dire qu'elles prennent en compte la plupart des acteurs identitaires du pays. Il y a dans différents partis politiques des ressortissants du Nord, des ressortissants du Sud. Il y a au sein du gouvernement des ressortissants du Nord et des ressortissants du Sud. Il n'y a pas une seule institution en Côte d'Ivoire où il n'y a que des ressortissants d'une seule région. Et donc à ce niveau, il faudrait peut-être faire très attention là-dessus. Il y a des vagues migratoires qui ont été opérées et des éléments de ce genre ont été précisés au cours de la présentation des éléments de preuve. Et ces vagues migratoires ont été aussi une réalité à l'intérieur du pays. Les gens se sont mobilisés suffisamment du nord, qui est désertique, vers le sud, parce que le sud est beaucoup plus équatorial. Et les gens avaient besoin de travailler, de faire de l'agriculture. Et si la Côte d'Ivoire est reconnue pour sa puissance agricole, c'est grâce au travail que respectivement les ressortissants du Nord et du Sud ont pu abattre dans la région du Sud. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont inquiétants et qu'il faudrait peut-être que les Ivoiriens sachent très bien qu'il s'agit d'un procès, juste pour rappeler le contexte dans lequel on inscrit une ligne d'accusation ou de défense et que cela n'a en rien une réalité importante sur la marche du pays. C'est ce que je pourrais dire sur les éléments qui me paraissent inquiétants. Alors, François, le procureur, on l'a vu, a beaucoup insisté sur les termes de pro-Gbagbo, pro-Ouattara. La société ivoirienne est-elle à ce point bipolarisée ? Alors, la question, elle est pendante, et puis elle s'adresse à tous les Ivoiriens. Chacun répond. Moi, personnellement, à écouter le procureur, j'ai un peu peur pour mon pays, et surtout pour l'avenir de mon pays, parce que, il faut le dire, ça montre encore le caractère d'infantilisation des Africains. Et ça, c'est dommage pour nous parce que on est dans une Côte d'Ivoire où, au-delà même des antagonismes politiques, il y a des citoyens qui ne sont ni pro-Gbagbo ni pro-Ouattara. Et puis même si on est pro-Gbagbo, si on a à un moment donné de sa vie écouté Gbagbo, accepté son projet de société et voté pour lui, ça ne veut pas dire qu'on demeure à vie un pro-Gbagbo. Cette stigmatisation de la population ivoirienne est dangereuse et si on y prend garde, ça peut nous conduire effectivement, au lieu de résoudre les crises, ça peut nous conduire à d'autres crises aussi. C'est ce que je voulais dire. Et puis, je vais aussi revenir sur les preuves qui ont été présentées. C'est vrai, on est dans une procédure, c'est normal que la partie accusatrice présente ses preuves, mais le caractère de ces preuves-là, qui dit que les gens ont été tués parce que, pour des questions religieuses, ethniques, et j'en passe, et ça aussi c'est dangereux. De présenter le paysage politique ivoirien, le paysage même tout court ivoirien de la sorte. On est en Côte d'Ivoire et vous savez, le peuple du Sud a accueilli beaucoup nos frères qui sont venus du Nord et à bras ouverts. Ils n'ont pas, ça n'a pas posé problème. Maintenant que les politiques surfent dessus et que certaines personnes qui proches de ces politiques-là, si vous voulez, tiennent des discours belliqueux, mais ça n'a rien à voir avec le paysage qu'on présente. La procureure, justement, Fatou Bensouda, a déclaré hier que c'était un procès ni contre la Côte d'Ivoire, ni contre les Ivoiriens. Comment avez-vous accueilli ces déclarations ? Alors, à un moment donné, j'ai voulu accéder à ce qu'elle disait,
Mais j'ai compris tout de suite que c'était une phase de stratégie qu'elle présentait parce que, à écouter McDonald, à écouter la victime, à rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on ne peut pas faire ce procès-là sans parler de la politique. Alors, Samuel, 726 victimes participent à ce procès. La tâche s'annonce difficile pour la défense. Et la tâche s'annonce difficile, mais je pense que la défense est préparée pour affronter ce procès en toute lucidité. Je crois que tous les éléments concourent à le démontrer et on verra très bien que la défense ne va pas se laisser faire par rapport à tous ces éléments de preuve qui ont été présentés aujourd'hui et qui vont continuer d'être présentés. Donc à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Là où je m'interroge et là où ce procès est historique pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour les Africains en général, c'est l'importance du respect et de la consolidation des institutions. Il faut que les Africains arrivent à résoudre le problème de l'hyper-personnalisation des institutions et le respect des procédures et de la hiérarchie des institutions. Parce que tout ce désordre est né de l'acceptation des résultats. Et les institutions telles que la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil constitutionnel ont joué un rôle déterminant aussi sur la présentation de tous ces éléments. Si l'on avait confiance en ces institutions, comme ça a été le cas au premier tour des élections, je pense que tous les acteurs politiques étaient d'accord sur les résultats qui ont été proclamés au premier tour, en respectant la procédure qui est contenue dans la Constitution et dans les lois électorales. C'est-à-dire que la CENI publie les résultats provisoires et le Conseil constitutionnel publie les résultats définitifs après examen des recours. À ce que je sache, c'est que Henri Konan Bédié ou les autres acteurs politiques n'ont pas contesté les résultats des élections provisoires. Là où ça a littéralement fragilisé le processus de traitement des résultats et de publication des résultats, c'est peut-être le retard qu'a pris la CENI. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas non plus facilité la tâche et n'a pas non plus joué en faveur de la stabilisation, parce que le Conseil constitutionnel se saisit du dossier et ne respecte même pas le temps qui lui est imparti entre la publication des résultats provisoires par la CENI et l'examen des recours, publie directement les résultats, alors qu'on sait très bien comment les choses se passent techniquement. Ça veut dire que pour que le Conseil constitutionnel se saisisse effectivement de ce problème et qu'il puisse avoir la capacité technique de pouvoir prononcer les résultats, il lui aurait fallu faire une tabulation parallèle. Et à ce que je sache, les conseils constitutionnels du monde entier ne sont pas dotés de ressources humaines suffisantes pour faire ce travail en quelques heures. Donc, à ce niveau, ils ont contribué à empirer la situation et il faudrait que les Africains en tirent conséquence. Alors, pour revenir à l'audience... Avant que vous rebondissiez, je vais revenir un peu sur ce que disait Samuel sur le Conseil constitutionnel. Je pense que la Constitution ivoirienne ne prévoit pas de vide juridique. Je m'explique. Tout est fait en sorte que lorsque la Commission électorale indépendante, qui doit donner les résultats provisoires, ou les donne pas, elle dispose de 3 jours francs. Et après ces 3 jours, le Conseil constitutionnel récupère le dossier. Et je disais tantôt que dans un pays, lorsque l'opposition est bien éduquée, il n'y a jamais de guerre qui soit issue des crises post-électorales. Pourquoi ? Le Conseil constitutionnel donne une décision. Et dans le monde, toutes les décisions de justice ne sont pas bonnes. Il y en a qui sont mauvaises. Mais elles s'appliquent quand même. Et lorsque dans un pays comme le nôtre, le Conseil constitutionnel donne des résultats et les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Ça voudrait dire qu'une fois les décisions sont données, elles sont données, il faut passer à autre chose. On a vu la preuve en Côte d'Ivoire, même pour les élections passées. Quand Essi Amara a demandé au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Ouattara au motif qu'il ne remplissait pas les conditions, le Conseil constitutionnel a tranché et a dit que Ouattara remplit les conditions pour être candidat.
À partir de ce moment-là, le débat, il est clos. Si Essi Amara avait les soutiens derrière, il aurait eu une autre guerre. Mais il est bien éduqué, certainement, et il n'y a pas eu de guerre. Et c'est ce que je dis, il faut que dans tous les pays, enfin les nôtres, il faut que l'opposition soit bien éduquée. Au demeurant, pour revenir un peu sur les victimes de la crise post-électorale, j'ai longuement écouté la représentante des victimes, des 700 victimes, environ. Hein. Ouais, 726. 726. L'impression que j'ai eue, c'est qu'il n'y a que pour victimes ceux qui ont été victimes des forces pro-Gbagbo. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il y a une crise. Et deux groupes se sont affrontés. Quand deux groupes s'affrontent, il y a des victimes de part et d'autre. Je le dis parce que finalement, le 11 avril, c'est Ouattara qui a eu raison de Gbagbo par la force. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'avant que les forces pro-Ouattara n'arrivent à déloger Gbagbo, il y a eu des victimes. Et puis quand Ouattara il prend le pouvoir aussi, à Dioko, il y a eu des victimes. Il y a eu des organisations de droit international. Alors, la procureure de la Cour pénale internationale n'a pas exclu des poursuites futures contre... Oui, mais à présenter les victimes comme on les présente comme les victimes. Ouattara, peut-être que ce sera l'occasion justement... Oui, mais comme on les présente... Moi, je voudrais qu'on ne présente pas les victimes de la sorte, les victimes de la crise post-électorale. Ça voudrait dire que toutes les victimes qui sont là, les 700, sont représentées et leurs bourreaux sont seulement Gbagbo et Blegoudé. Et c'est ça que je dénonce. Et c'est ça qui n'est pas bien. Alors, pour revenir à l'audience de ce vendredi, l'une des 4 charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé est celle d'actes inhumains. Mais au regard du statut de Rome, quel est le niveau de gravité, Samuel, qui fait qu'un acte est considéré comme inhumain? On peut se poser la question. Oui, mais des actes inhumains, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs catégories. Je ne vais peut-être pas me livrer à énumérer toutes ces catégories, mais globalement est qualifié d'acte inhumain tout acte qui contribue à dégrader, tout acte dégradant. Ça veut dire quoi? Ça peut être l'intégrité physique ou morale de la personne qui est attaquée. Ce sont des actes qui ont des conséquences psychologiques ou physiques nocives sur l'individu. Ça peut être une humiliation qui n'est pas du tout acceptable au regard de l'humanité. Donc c'est tout ce qui concourt à infantiliser, à dégrader l'autre qui est considéré comme un acte inhumain. Mais en choisissant cette qualification pénale, François, est-ce que le procureur ne se facilite pas finalement la tâche, étant donné la facilité à trouver justement des personnes qui peuvent être considérées comme des victimes d'actes inhumains? Bien entendu qu'il veut se faciliter la tâche, parce que c'est facile de trouver des coupables lorsqu'on parle d'actes inhumains dégradants. Parce que tout ce qui va à l'encontre de l'intégrité morale, physique de la personne, que trouver des coupables de viol, etc. Donc pour moi, c'est clair qu'il se facilite la tâche. Les victimes, il ne faut pas que les gens aient le sentiment que les victimes qui ont été présentes, il n'y a que les victimes pro-Gbagbo qui ont été repérées. C'est juste une question de procédure. La procureure a établi une liste d'accusations et pour être en cohérence avec sa ligne d'accusation, elle a besoin d'étoffer son accusation par des témoignages, par des victimes qui correspondent bien à sa ligne d'accusation. Maintenant, en ce qui concerne les victimes pro-Ouattara, il reviendra à la défense de pouvoir ressortir des victimes. Je pense qu'ils ne sont pas des novices en la matière. Ils vont certainement aussi présenter des victimes qui pourront témoigner des atrocités vécues ou supposées de la part des pro-Ouattara. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le rôle de l'armée dans la crise post-électorale et des divisions que cela a pu engendrer entre les différentes composantes de l'armée. Dans quelle mesure ce procès peut contribuer à apaiser ces tensions, François? Est-ce que le procès pourra apaiser les tensions? L'issue. L'issue. Peut-être. L'issue, peut-être. Donc, dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Alors, je pense que il n'y a que la réconciliation qui puisse apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. La réconciliation, mais la vraie. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale, le président Alassane, alors que certains lui ont proposé de choisir le modèle sud-africain,
c'est-à-dire que les victimes face à leur bourreau, il a choisi la réconciliation qui passe nécessairement par la justice. Or, dans les deux pans, il n'y en a qu'un seul camp, surtout quand on prend au niveau de la justice. Il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi jusqu'à présent. Au lendemain de la crise, il a mis en place une commission de justice, une commission nationale de justice, qui devait prendre en compte la période allant d'octobre 2010 à avril 2011. Il a mis en place cette commission de justice nationale. Elle a rendu ses conclusions. Elle a dit sur les 3000 morts, il y a eu 700 du côté de Ouattara et 1900 du côté de Gbagbo. D'accord ? Et jusqu'à présent, ceux qui sont les bourreaux des 700 victimes ne sont pas poursuivis. S'il n'y a que du côté de Gbagbo que les gens sont poursuivis. Or, pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, il faut la réconciliation, la vraie. Mais il faut qu'on aille au bout du processus. Il faut que les deux camps soient poursuivis. La procureure. Oui, mais ça fait maintenant 6 ans que M. Ouattara est au pouvoir. Mais ça prend du temps. Gbagbo, il a laillé depuis 5 ans et ça prend encore du temps. Et donc, tant que le processus n'est pas allé jusqu'au bout, effectivement, la réconciliation sera difficile en Côte d'Ivoire. Et partant, l'armée aussi. Et justement, les Ivoiriens sont appelés à faire preuve de patience, et c'est ce qu'a déclaré ce jeudi donc la procureure. Samuel, est-ce que ce procès ne risque-t-il pas de raviver certaines tensions en Côte d'Ivoire, plutôt que d'aller dans le sens de la réconciliation, justement? Il y a des risques, mais je pense que l'usure du temps aussi a contribué à orienter les choix des Ivoiriens. Je pense que au lieu de regarder le passé, les Ivoiriens sont plutôt portés à regarder l'avenir. Et c'est l'avenir qui est déterminant. Peu importe l'issue de ce procès, je ne fais vraiment pas insulte à qui que ce soit. Je pense, peu importe l'issue de ce procès, il faudrait que les Ivoiriens regardent vers l'avenir. Tout ce qui s'est passé, tous ces gens qui sont morts ne reviendront plus à la vie. Et qu'il faut une responsabilité, une grandeur de la part des hommes politiques. Et il faudra que le président Ouattara, qui peut avoir maintenant un peu plus de marge de manœuvre au cours de son quinquennat, puisse trouver les moyens nécessaires pour faire taire ces haines, ces colères qui continuent d'animer certains Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont restés complètement neutres. Il y a des Ivoiriens qui ont tout intérêt à ce que la Côte d'Ivoire reste en paix et que l'activité puisse continuer à permettre de régler les disparités sociales qui demeurent dans le pays. Il faudrait que les acteurs, qu'ils soient militaires ou civils, puissent prendre conscience de la nécessité de renforcer cette stabilité qui est importante pour leurs enfants, non pas pour ceux qui sont encore en vie aujourd'hui ou ceux qui sont aux affaires. Ils auront des enfants qui auront besoin d'une Côte d'Ivoire stable, capable de pouvoir continuer cette émergence. Si les regards ne sont pas portés vers l'avenir et qu'on veut absolument que vengeance puisse prendre le dessus sur les nécessités de paix, la Côte d'Ivoire va s'enliser et ce sera une grande perte, non seulement pour les Ivoiriens, mais pour l'Afrique. Et ce qui nous emmène... Pour compléter, rapidement pour compléter ce qu'il dit, si je me situe même du côté du président Alassane Ouattara, les résultats qui ont été donnés au deuxième tour en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il a eu 46%. Si je me situe de leur point de vue, 46%. 46% dans une population, sur une population de 5 à 6 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Alors, on ne peut pas continuer comme ça et à nier comme si cette frange de la population n'existait pas. Il faut la prendre en compte. Si on veut une réconciliation, il faut faire les choses comme elles sont. Il faut mettre les Ivoiriens ensemble. Et c'est pourquoi les politiques de rattrapage ethnique, tout ça, moi, c'est des choses qui ne me conviennent pas. Il faut une réelle politique, volonté politique de remettre les Ivoiriens ensemble pour que, effectivement, et ça passe nécessairement par ce procès. Justement, où en est le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire actuellement? Alors, le processus de réconciliation, pour moi, il est en panne.
Il est en panne parce que en 2012, il y a M. Charles Konabani qui a été nommé président de la CVDR, Commission Vérité et Réconciliation Nationale. Et je pense que M. Charles Konabani a fait son travail, il a rendu les conclusions et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune conclusion. On ne sait pas le travail qui a été fait. Il a rendu les conclusions au président Lassane et jusqu'à présent, on n'a aucune idée de ces conclusions-là. Alors, pour moi, le processus, il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Vous partagez ce sentiment, Samuel? Le processus de réconciliation nationale est en panne en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui? Je pense qu'il est lent. Je pense que c'est un processus qui est en marche, mais sa vitesse n'est pas importante. Et du coup, il faudrait peut-être accélérer le processus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites encore. Je vais toujours rappeler la complexité. On ne peut pas mettre en place des mécanismes pour aboutir à la réconciliation nationale en quelques années, compte tenu de la profondeur de l'instabilité qu'a connue la Côte d'Ivoire. Il fallait remettre en place des institutions, il fallait remettre en place la capacité de fonctionnement de l'État, il fallait avoir les moyens d'ailleurs économiques nécessaires pour les victimes, pour leur réinsertion. Il fallait développer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que des moyens sont progressivement accordés à ce processus. Il y a des choses qui ont été faites qui sont non négligeables. Rappelons quand même aussi cette liberté provisoire et cette grâce présidentielle qui a été accordée. Je pense que tout cela contribue aussi à apaiser les tensions. Il faudrait que ces initiatives puissent être accélérées et que davantage que ceux qui s'estiment victimes et qui n'ont pas accès à la justice du côté de Gbagbo puissent aussi avoir une certaine lisibilité de tout ce qui va se passer. Il faut donc plus de temps à la Côte d'Ivoire. Merci Samuel pour toutes ces précisions et merci à vous, Monsieur François Guina. Je rappelle que vous êtes président du Cercle pour l'amitié franco-ivoirienne. C'est à présent la fin de cette édition spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.